Ânerie. Le mot ânerie, tel qu'il apparaît dans le dictionnaire, possède les définitions suivantes. Bêtise ou stupidité, parole ou action qui manque d'intelligence ou de réflexion, propos absurdes ou ridicules. L'intelligence de l'âne, par contre. Contrairement aux idées reçues, l'âne est un animal intelligent. Sa réputation d'obstination vient du fait qu'il est prudent et prend le temps d'analyser son environnement avant d'agir. Il est capable de mémoriser des chemins complexes, reconnaître des personnes et d'autres animaux sur une longue période et apprendre des tâches variées lorsqu'il est correctement entraîné. Moi, je lis cette définition-là puis je me dis, crime, Mathias Brunet, dire qu'il dit des âneries ou que c'est un âne, c'est un compliment parce que Mathias Brunet, c'est le meilleur pour mémoriser toutes les statistiques hockey. Donc, je crois que c'est juste un gros mésentendu. Je répète mon premier tweet original hier. Finalement, c'était peut-être pas stagé, mais je crois que Martin Lemay tentait de complimenter Mathias Brunet et son compliment a mal été reçu. Quand quelqu'un a tort, est-ce qu'il faut y dire ou pas? On peut-tu ta version est belle, est cool, on pourrait la laisser de même. Fait que t'as tort, mais tu peux penser que t'as raison. Mais ce qui a tort, moi, j'en reviens pas que hier, quand j'ai tweeté, c'est sûr que c'est stagé. Tu sais, j'étais sarcastique, là. Mais ironique. Non, mais moi, je t'ai répondu que c'était pas stagé parce que y a rien de pire que X ou les réseaux sociaux pour savoir si c'est sarcastique ou pas. Le sarcasme passe pas à travers un clavier. C'est tough. Toi, tu l'écris avec une intention. Ouais. On n'a pas ta face, on n'a pas ton... Fait que moi, j'ai dit, il est sûr que c'est stagé, quelqu'un. Mais il y a beaucoup de monde qui pensait que c'était stagé. Tu sais, c'était pas stagé. Ils ont retiré la vidéo de YouTube rapidement. Il y a eu un genre de damage control. Là, c'est réglé, tant mieux. Mais tu sais, penser que c'est stagé. Sérieux, il faut les engager comme acteurs. Là, ils méritaient des... Ah oui. C'est quoi? C'est plus des métro-stars? C'est quoi, star artistes? Comment ça s'appelle? En tout cas, ils méritaient des... Si c'était stagé, c'est des top acteurs. Mais moi, je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Probablement... Rien. Ça. Après ça aussi, sûrement que comme des grands adultes, là, les gars, ils se pognent en ondes, puis ils prennent la nuit pour dormir, puis le lendemain matin, c'est « Hey, sorry, j'ai pas voulu te piquer », puis l'autre va dire « Hey, sorry, j'ai sûrement overreact », puis on passe à un autre... Mais tu sais, il y a un danger, puis tu sais, c'est parce qu'on a amené des caméras YouTube dans les studios, tu sais, des caméras live, fait que là, on diffuse les images, puis il y a des trucs qui passent pas bien nécessairement sur image, qu'à l'audio, c'est pas nécessairement agréable. De quoi tu parles, ça passe moins. C'est que t'es cave. Non, c'est de la radio à la base, c'est des gens qui sont habitués de faire de la colle. Ils s'enlèvent ton petit doigt, man. Hey, Maxime! Là, t'as utilisé un blasphème. Moi, je suis religieux. La religion, je m'en vais à l'oratoire Saint-Joseph. Peux-tu ne pas utiliser ce mot-là? OK, t'es correct pareil? Ouais, j'ai pas besoin de m'excuser. Ouais, c'est bon? Oui, okay. C'est correct. Ça va aller. Mais là, qu'est-ce qu'on fait, Maxime? On fait... Barouette! Imagine quelqu'un qui a pas vu la séquence. Comment il comprend rien au début du podcast? Il comprend tout. Je pense que c'est une soirée qu'on, tu sais, comme là, on tape, on est mardi, ça va sortir mercredi. Ouais. Je pense que ceux qui écoutent le podcast rendus à vendredi, samedi, là, tu sais, qui l'écoutent en rattrapage le week-end, ouais. c'est déjà fini cette histoire-là, tant mieux. C'est juste les dangers d'être live, d'être toujours filmé. Tu sais, c'est quasiment comme Big Brother, c'est quasiment comme une télé-réalité. Tu viens travailler 3 heures, 2 heures, 4 heures en studio, tu as tout le temps une caméra sur toi, puis à un moment donné, là, c'est le temps des fêtes. Là. Tout le monde est dû pour des vacances. Les animateurs radio, les chroniqueurs aussi, les journalistes, les gens à l'épicerie qui nous écoutent, les gens dans des... Peu importe, tout le monde est dû pour des vacances. Parce que quand t'as une caméra qui est spot sur toi fixe, tout le temps, ouais. C'est plus tough. En lien avec ce que tu dis, où est-ce que j'ai envie de banter, c'est que, de un, ma conclusion de cette saga-là, c'est que mettre au grand public un conflit ou une chicane, c'est débile comment tout le monde perd. Puis souvent, quand il y a un conflit, les gens, ils veulent amener du monde de leur bord puis dire « Regarde, là! » Attends. Ça, t'as le meilleur exemple. Un matin, j'étais à BPM, on regardait la messagerie texte, la messagerie sur YouTube. Puis c'est Team Martin, Team Lemay ou Team Mathias. Il n'y a pas de fucking Team Martin ou Mathias. Ils ont déjà squash le beef, ils sont déjà passés à autre chose. C'est Team BPM Sport. C'est Team Show du Retour. C'est Team Sport à Montréal. Fait que ça divise au lieu de rassembler. Mais comme, tu sais, je suis convaincu qu'on va vite passer à autre chose. Mais c'est pas stagé, c'était pas voulu. Il n'y a personne qui était content que ça fasse ça.
La seule personne, je pense, qui était un peu contente, c'est mon ami Jean Trudel, parce que les 11 tweets que t'as fait, je me suis posé la question, j'ai appelé un de mes chums, c'est sûr qu'il est micro-dosé. Mon chum m'a rappelé une demi-heure après, il m'a dit « Non, c'est sûr qu'il a pris la dose complète. » T'étais-tu bien relax? As-tu drunk tweeté, dosé tweeté, ou c'était... Moi, j'étais sur le divan devant mon feu de foyer en train de regarder la game Oilers-Panthers. Quelle game, ça! Quel game d'hockey! Hey, Zach Hyman, il s'est-tu fait péter le nez? Tabarouette, man, manger une poque sur le nez. Après ça, c'est-tu Ekblom qui a mangé un coup d'épaule à cause d'un reverse Non, mais hit? même tout, le rythme, toute la game. C'était... Je vais t'amener une proposition plus tard dans le show, là. Je pense que ça c'est l'intro vers ma proposition. Ouais, mais cette game-là, la défaite, tout ça, elle a fait mal aux Oilers. Tu dis, tu perds game 7, tu dis là, notre revanche, ben notre revanche, pas tant une revanche, là, gagner une game de saison régulière, morale. Puis là, tu dis, Chris. Mais ça va leur rentrer dans la tête que tous les gars dans l'équipe doivent se dire, qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Ouais. Qu'est-ce qui marche pas? Ils vont trouver des solutions. Ouais. Mais pour revenir à nos moutons, je veux dire, pour revenir à nos âmes. Ouais. Non, en fait, c'est juste que de un, moi, tu sais, de mon Twitter, là, tu sais, je suis irrelevant. Je suis non pertinent. Non, t'étais relevant quand on a parti le podcast l'année passée. T'es devenu relevant, mon gars. Tu vas chercher des 20 000 vues de plein de tweets, qu'il y a plein de monde du milieu qui ont même pas ça. T'es redevenu relevant. Ceux qui haïssent Jean Trudel, c'est de ma faute. Je m'en excuse. J'aurais dû le laisser chez eux, mais les gens de BPM, ils ont adoré. J'ai reçu tellement de messages privés de leur staff qui étaient comme « Oh my God, tes tweets sont incroyables. On peut pas les liker ou les retweets. » Fait que moi, j'étais genre « Mais Chris, va continuer. » Tu sais, ils m'ont mis tweets hier. Là, moi, j'ai eu bien du fun. J'ai comme renoué avec le plaisir du blogging que j'ai pu. Mais il y a plein de monde qui ont eu moins de fun. Mais ça... écoute, s'ils n'ont pas eu de fun avec mes tweets, là, si on va prendre l'analyse de mes tweets, là, je prends pas position. J'ai insulté personne directement. J'ai pas dit Martin Lemay, c'est un ci, Mathias Brunet, c'est un ça. J'ai juste repartagé des affaires. Tu sais, quelqu'un qui m'envoie un Photoshop de la face de Mathias Brunet dans un costume d'âme. Comment je peux pas retweeter ça puis faire des... C'était la seule, je pense, qui était borderline. Ben non, c'est juste drôle. Mais moi, j'ai ri. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Je te dis qu'il y a des gens qui l'ont trouvé moins drôle. Mais ça, c'est... Mais pour vrai... Mais ça démontre un problème dans cette industrie-là, dans leur business. C'est que c'est pas normal, pour de vrai, en tant que société, en tant qu'humain, c'est pas normal de se fâcher autant pour une discussion sur les sables de Buffalo. C'était mon point. Parce que quelqu'un fait un tweet d'un montage Photoshop. Crème, ça vous tente de faire un concours de moi dans des costumes. Mais moi, dans un costume d'infirmière comme fucking Alexandre Daigle, là, comme, c'est drôle, c'est le fun, big deal! Puis même Non, mais il y a des chicanes. Il y a des chicanes même à la radio tout le temps. Je t'ai parlé des caméras YouTube qui amènent ça à un autre level. Mais la plupart des chicanes, c'est sur le budget. C'est des gens plus fédéralistes qui vont se pogner avec des souverainistes. C'est quelqu'un qui va avec des propos un peu trop féministes, pas assez féministes, racistes. Il y a des gros dossiers, puis là, ça se pogne, puis ça s'envenime. Ouais. Là, c'était les fucking sabres de Buffalo. Moi, c'est ça qui m'a jeté à terre, puis... Des chicanes de radio, il y en a plein, je te le dis. Il y en a. J'étais dans des studios à Montréal, à Québec, partout. Il y en a des chicanes, il y en a partout. Puis après ça, ça passe à autre chose. Mais c'est la première fois que je vois sur les vétérans, sur Josh Georges, sur Ryan O'Reilly. Come on, man. C'est comme... Ouais. Okay. Mais enfin, bon, pour classe, mon dernier point que j'ai à dire sur ça, c'est que le danger, puis pour moi, c'est assez évident que la stratégie de BPM, puis ils l'ont dit, ils essaient d'avoir l'air d'un barstool. Puis, c'est une tendance que n'importe quel gros influenceur, que ce soit MrBeast, les frères Paul, Logan, Jake, c'est vraiment de montrer comme tout l'envers du décor puis le behind the scene pour être le plus transparent possible, d'être des livres ouverts. Puis c'est ça puis ça marche super bien. Le danger que BPM fait, c'est que quand tu décides de prendre cette stratégie, c'est tôt ou tard, le naturel va revenir au galop. Puis dans le sens que si ta personnalité que tu essaies de mettre de l'avant, c'est vraiment une personne fucking chill et cool. Georges Larac, tu le sais qu'il n'y a pas de filtre. Georges, c'est Georges, on l'aime, c'est cool. Mais c'est sûr que quand tu vois la réaction des gens, le doigt de Martin Lemay, ce petit clip-là de 3... Pour de vrai... C'est le bout qui paraît le moins bien, mais... Puis là, tu dis... Mais je vais mettre un « mais ». Vas-y. Prends ta semaine... Prends tes 40 semaines de radio. Un contrat, c'est 40 semaines. Prends dans tes 40 semaines de 3 à 6 des moments où tu n'avais pas de cam sur toi, où c'est pas ta vraie personnalité qui a été révélée. C'est un moment difficile de ta semaine ou de ton mois ou de ton année. Il est on cam. Tu sais, je veux dire,
Je dis pas que je pogne du monde de même. Je veux juste dire, il y a du monde qui voit quand t'as une mauvaise journée. Quand t'es à la radio, puis t'as une pression, puis ton boss, à toi le matin, t'as des meetings, puis t'as des meetings avant, t'as des meetings après, ils sont pas contents, t'as collaborateur veut plus d'argent, veut plus de code d'écoute. Tu sais, à un moment donné, le mauvais de chaque être humain sort par moment. C'est comment tu rebondis, fait que voyons comment ça va se passer la suite. Tout à fait. Parlant des affaires, le fun. Ouais, j'arrive de nager, hein. J'ai l'air plus smooth, zen. J'ai nagé avec des petits vieux sur l'heure du dîner, parce que les jeunes nagent pas sur l'heure du dîner. Je suis zen. OK, je peux-tu faire une parenthèse? Ah oui. Puis je sais pas si tu vas le vivre ou tu l'as déjà vécu. Pendant vraiment longtemps, j'adorais aller nager. Puis j'ai arrêté d'aller nager parce que je ne sais pas c'est quoi le problème du monde. Mais on va dire, là, je suis tout seul dans mon casier. Là. Je suis tout seul, j'ai un casier dans un coin. J'étais en train de me changer. Puis à chaque fois, il y avait tout le temps un esti de monsieur qui se mettait direct à côté de moi, la graine à l'air, l'espèce de gros bouche, puis je me disais tout le temps, tabarnak, le locker, il est vide, je peux-tu me changer tout ça? Moi, ça me dérange pas de prendre ma douche avec du monde tout nu, des inconnus, mais en Christ, mais la graine d'un autre gars à 3 pouces, moi, j'étais pas capable. Je te souhaite. Non, mais je vais nager, je suis allé souvent là. Non, ouais. Je l'ai vécu, mais ça me dérange pas tant. J'étais sûr que t'allais aller à quelque part que tous les nageurs comprennent. Moi, s'il me gosse, c'est dans un corridor, quelqu'un qui nage trop vite ou trop lent. Ah, les châteaux et ses orteils. Ah, ça me gosse, man. Puis des coups, puis ou moi, mettons, tu sais, comme je te mets de la pression, t'es pas dans le bon corridor, t'es pas dans la bonne vitesse, puis là, tu te tasses pas, puis là, je me dis au bout, il va se tasser. Non, il comprend pas, il repart avec son bras lentement. Ça me gosse. J'étais sûr que c'était ça. Je suis d'accord avec toi, là, le vestiaire, mais ça me dérange à peine. Bref, tout ça pour dire que des bonnes nouvelles, là, vu que t'es zen puis tout. Ouais. Encore une fois, on se fait gâter et il y a une règle au podcast. Quand moi puis Max Truman, on se fait donner des bébelles, mais on en donne aussi à nos fans. Fait que le dimanche 19 janvier, on vous invite à une game de hockey à Montréal contre un club new-yorkais. Fait qu'on a 2 paires de billets. Fait que moi puis Max, on a une paire. Puis on fait tirer aussi une paire dans notre pour nos fans. Ils jouent au centre-ville? Ils jouent au centre-ville de Montréal. Ouais. C'est-tu des billets à côté de nous autres? Ils vont être avec nous autres ou c'est proche de nous? Je pense que c'est proche de nous. Proche de nous. Fait que j'ai pas les détails, mais tu sais, je sais que c'est. Écoute, c'est pas des billets dans le pit, là. Ouais, exactement. Puis ça, encore une fois, c'est gracieuseté des boys à moi, la compagnie Atouille Morin, une assez bonne compagnie qui m'a beaucoup inculqué la valeur de la générosité. T'sais, on entend des parties de Noël. Juste te donner un exemple de quel genre de compagnie de construction que c'est. Eux, leur party d'été, ils organisent ça chez leur père au Lac-Achigan. Ils invitent 400 employés chez eux. Il n'y a vraiment pas beaucoup de compagnies, des big boss là, qui disent « Moi, cette année, le party d'été, là, ben, c'est chez nous. Ah ouais. Eux, ils ont une belle grosse maison, il y a un bord de l'eau, ils installent des glissades d'eau, ils font un esti de party. Puis eux, c'est genre, non, nous, nos employés, ils peuvent venir. Ouais, c'est de la famille, on fait le lien. Fait que, tu sais, des fois, il y a beaucoup de compagnies qui font dire, nous sommes une grande famille, nous prenons la générosité, le respect, mais après ça, si dans les parties de Noël, ça donne, à Noël, ça donne une carte cadeau de 5$ chez Tim Hortons. Fait que, bref, si vous cherchez, si vous êtes un maçon, un gars de la construction ou même des ingénieurs, allez voir cette compagnie-là, Atouille Morin. C'est eux qui nous invitent, nous, et... 17 janvier. 19 janvier. 19 janvier. Ouais, c'est une game du dimanche soir. Un dimanche? Oui, un dimanche. Ah ouais, nice. Ouais, ça va faire de la peine à Serge parce qu'il va devoir choisir entre la game football, hockey ou football. Mais bref, on va déterminer comment on fait tirer les Tigs dans le Patreon. Mais bref, gros merci à Atouille Morin. Puis parlant que je te parle d'Atouille Morin, on va parler du Canadien, l'inquiétez-vous pas, mais il faut que je te parle d'une histoire de Georges Larac que j'ai appris parce que Atouille Morin. Puis là, d'ailleurs, le Georges, si tu écoutes ce segment-là, j'aimerais ça que tu te filmes parce que j'aimerais ça voir ta réaction parce que je ne sais pas si Georges est au courant de cette question-là. Je te confirme qu'il est au courant puis j'ai hâte d'avoir l'info qu'il t'a donnée, voir si c'est la même qu'il a. On va comparer. C'est bon. Fait que question quiz. En 1995-96, en fait 96, combien Georges Larac valait sur le marché des transactions? Ouais. Ben, moi, j'ai la réponse de Georges. Je sais qu'il a été échangé contre un premier choix, contre un gars qui s'appelait Frédéric Bouchard ou Demers. C'est un gars qui venait faire 1 point par match et un montant d'argent. C'est Hull. Non, Hull l'a pas eu. C'est Granby qui l'a donné à Saint-Hyacinthe, mais Hull était sur le bord de finir. Finalement, c'est Granby qui a gagné. En fait, c'est qu'il jouait pour le Titan de Laval, qui appartenait à Léo Guy Morissette. Ouais. Après ça, tu as eu les
tu avais le laser de Saint-Hyacinthe Exact. qui appartenait à Dave Atwell-Morin. Ouais. Mais lui, Dave Atwell-Morin, il avait acheté le club puis il l'a emmené à Rouyn-Noranda. Fait que lui, il voulait une big star puis Dave, il capotait sur Georges Laraque. Il capotait. Fait il voulait absolument avoir Georges Laraque parce qu'il n'a pas joué longtemps pour le laser de Non, c'est ça. Moi, j'ai le montant qui était revendu à Granby. Ouais. Fait que toi, t'as le montant d'avant, moi, j'ai le montant d'après. Moi, j'ai les deux. Ah, les deux, OK. Fait que finalement, je parlais avec Dave. Dave, il est plus vieux, fait qu'il n'y avait pas tous les détails précis, mais il se souvenait que il a acheté Georges Laraque en 1995 pour 60 000 $. OK. Il l'a revendu. 40. Ah, j'ai eu 75, moi. Il a perdu de l'argent avec Georges. Parce que, puis check ça, l'histoire qui est wild, c'est que les frères les frères Morissette dans Q, il y avait 2 frères, il y avait une couple de frères, mais Léo Guy, c'était le mouton noir. C'est le hockey 30 de la famille. Puis, fait que Léo Guy, il a dit, je te trade Georges, mais t'as pas le droit de l'échanger à mes frères. Mais là, quand ils sont arrivés à la date limite de la Q, là, tous les autres frères Morissette sont allés voir Dave, ils sont débarqués au bureau, là. Un peu genre, pas bully, mais genre, on veut Georges Laraque. Puis, leur argument qu'ils ont dit, Dave, Granby ont vraiment une chance de gagner la Coupe Memorial. Ça fait un esti de bout de temps qu'on n'a pas eu une Coupe Memorial au Québec. Si tu nous trades Georges, c'est comme, on va gagner. Là, Dave, il est comme, fuck. J'ai dit à un frère. Ah, j'allais pas l'échanger à l'autre frère. Fait que là, finalement, les frères Morissette, ils ont tradé, ils ont donné 40 à Dave. Là, Léo Guy, il a fucking capoté. Il a appelé Dave. Là, Dave, il est comme. Là, Dave, il m'a pas dit combien, mais il m'a dit, finalement, j'ai donné une cote à Léo Guy parce qu'il avait retradé. Mais c'est malade parce que le montant qui s'est rendu à Georges, c'est 75. Fait que, tu sais, y a-tu un agent quelque part qui a changé le montant? Y a-tu quelqu'un? Georges, il a peut-être mal. Tu sais, il se souvient peut-être pas du montant, mais je suis convaincu que le montant qu'on a donné à Georges, c'était 75. Ce qu'on lui a dit, là. Tu comprends? Peut-être. Mais tout ça pour dire que, Chris, moi, j'en revenais pas. 1995, 60 000 non, c'est l'argent pour un gars de la Q. Pour un gars de la Q. Puis en plus, il est déjà drafté. Ouais. Puis quand il a été échangé à Granby, il aurait pu être échangé à Hull, qui était aussi un club qui aurait pu gagner à la Coupe Memorial. Puis en tout cas, il voulait Peter Worrell en retour. C'était 2 bagarreurs. Finalement, ça n'a pas marché. Puis ils se sont repognés, lui et Worrell, dans d'autres games. Là. Mais c'est du cash pareil dans ces années-là. Ça veut dire que c'est l'équivalent de 200 000, mettons, aujourd'hui. 75, c'est 200 cucks aujourd'hui. Là. Puis quasiment 300. Plus. Là, pensez, là, en 1995, 60 000 $, là, tu pouvais probablement t'acheter genre une maison de 4 000 pieds carrés à Laval. Là. Fait que, bref, cette petite anecdote old school, gracieuseté de mes boys chez Atwell-Morin, qui nous envoie voir une game de hockey à Montréal. Ouais, à une équipe en rouge. Parlant d'équipe en rouge, là, j'ai pas pris le temps de lire tous les articles sur Patrick Laine, là, mais peux-tu me faire un petit recap comme Dieu sait, toi, t'es juste capable d'en faire? Oui, je pensais te parler de Slav. Avant, je vais te parler de Laine. Slav, c'est bon, man. J'ai de quoi rester jusqu'à la fin du podcast. Pas pire. Laine, dans le fond, son histoire, c'est sorti dans un podcast. Aux States des podcasts, il y en a. Ouais, c'était qui? C'est malade. Écoute... C'était-tu Spinning Chicklets? C'était Hockey Benders? C'était pas Spinning Chicklets. Empty Netters? Je me souviens pas. Pour vrai. Missing Curfew? Non? Ouais, non. Puis, j'ai pas l'info. Mais ce qui est sorti, puis ça a été confirmé par une deuxième source différente, donc c'est ça, c'est que quand il jouait pour les Jets, il voulait une nouvelle télé, écran géant. Là, les grosses télés, sûrement que dans le temps, c'était 42 ou 52, c'était pas 85. Là. Mais dans chaque hôtel où il allait, parce que la télé d'hôtel était trop petite pour jouer au PlayStation ou à no matter what game qu'il jouait, fait qu'il gamait sur une nouvelle télé qu'il faisait acheter par un employé des Jets à chaque hôtel et il la laissait là quand il quittait. Fait que, tu sais, l'hôtel était comme contente. Cool, on a une grosse télé, mais en même temps, fuck, on a une petite télé, qu'est-ce qu'on fait avec? Puis, tu sais, tu calcules, là, il joue 40 games sur la route par saison, 41 à domicile. C'est qu'au final, il y avait quand même 40 TV à, je sais pas, moi, 500, 1000, 1500 piastres d'acheter dans une saison. Mais quand tu penses à combien de millions il faisait, c'est rien, mais en même temps, ça explique la démesure des gars qui commencent dans le show. Fait que, tu sais, il y avait des rumeurs, Patrick Laine, il aime ça gamer. Puis là, c'était, c'est pas vrai. Quand il y a beaucoup de fumée, c'est qu'il y a souvent un feu en arrière. Laine gamait comme un fou. Il se couchait à 3-4 heures. Il ne game plus. Il est sérieux, fait que tant mieux. Mais il gamait comme un fou. Ah, mais ça, c'est débile. J'ai vu une stat aux États-Unis qui est sortie qui parlait que les centres de dépendance, on va dire, mais là, c'est sûr que c'est un nouveau phénomène, mais où est-ce que les gens qui ont des problèmes d'addiction, il paraît que l'addiction digitale, que ce soit téléphone, jeux vidéo, stories, n'importe quoi. Maintenant, c'est rendu quelque chose comme 35%
des gens que. Fait que tu s'en vas dans une clinique de rehab. Tu sais, avant, on va dire, il y a 10 ans, il n'y avait personne qui était addict aux jeux vidéo. Là, tu t'en vas dans une clinique de rehab, tu penses que le monde a des problèmes de coke, de poudre, de sexe, de whatever, de gambling. Ben non, tout le monde sont addicts à leur téléphone. Les mêmes gens passent de, tu sais, narcotiques anonymes, alcooliques anonymes, gamblers anonymes, les écrans, tu sais, je veux dire, c'est le même comportement de dépendance qui se reproduit, tu sais. Mais le problème, c'est que, tu sais, mettons, tu veux pas boire, tu touches pas à l'alcool, c'est correct. Tu veux pas faire de la drogue, tu touches pas à la drogue, c'est correct. Tu sais, ceux qui sont dépendants à leur sel ou à des, tu sais, comme, tu continues d'en avoir de besoin. Donc, tu sais, ta dépendance, tu l'as là. T'es à un clic de retomber dépendant puis scroller down, ça doit être fucking tough. Mais pour l'année, je voulais t'en parler la semaine passée. Le Canadien a pas gagné depuis que l'année est là si l'année marque pas. Juste te donner à quel point l'année est important. Puis là, l'année a juste marqué en powerplay. En tout cas, on est mardi après-midi, on verra contre les Sabres mardi soir. Mais l'année doit marquer à 5 contre 5 parce que la seconde qui va commencer à marquer à 5 contre 5, on risque de gagner plus de matchs. Il y a comme un vibe de Kovalev. Les gens se sont pris d'amour pour l'année. L'année arrête pas de dire qu'il aime Montréal, que si c'était à refaire, tu sais, comme s'il avait le choix pour son prochain contrat, quasiment prêt à signer à rabais, il veut rester à Montréal. Comme une histoire d'amour entre l'année et Montréal, mais l'année est pas présent à chaque présence, c'est pas toujours dans le tapis. Il y a des matchs meilleurs que d'autres. J'ai vraiment le feeling de Kovalev, puis ça me fait juste dire que si Alex Kovalev pouvait dire à Patrick Laine que c'est cool de jouer à Montréal, puis oui, signe à rabais ton prochain contrat, parce que Kovalev l'a toujours regretté d'avoir quitté pour essayer d'aller chercher plus, puis d'aller à Ottawa dernière minute. Fait que tu sais, si Laine peut se le faire dire par quelqu'un, si t'aimes ça à Montréal, big, reste à Montréal. Ouais, tant mieux. Puis en plus, en tant que Montréal, on le sait de quoi que là, il faut juste qu'on sache que Laine, si un jour on fait les playoffs en 2031, pas de suite, ça. C'est un joueur qui va être. Ben, c'est pas un joueur de playoff. Moi, je trouve que Laine, c'est pas un joueur de hockey. Le Laine que tu vois là, c'est pas le Laine que tu vas voir dans 12 mois. Le Laine qui est là, c'est un gars qui retrouve. Puis je ne sais pas jusqu'où il va retrouver, mais c'est sûr qu'il va être différent. Tu sais, il est late pareil, il est smooth. Des fois, il est trop mou. Mais dans un an, il va être plus. Tu sais, il va être plus que ça. Je sais juste pas jusqu'où il va retrouver son. Ouais. Puis là, toujours parlant de Laine et des Jets, j'ai vu des rumeurs. Là, Nick Ehlers viendrait rejoindre à Montréal. Ouais, mais ça, j'ai vu ça, non? J'ai pas vu ça. Parce que j'ai vu des affaires de genre Patrick Laine fait des révélations comme quoi l'arrivée d'un prochain joueur. Lâche, désabonne-toi, ces sites-là. Non, mais je les aime quand même, pour de vrai. En plus, hier, les gars de William Nadeau, là, c'est une machine de. Il a fait genre 3 articles sur mes tweets hier. J'étais comme, Jean Trudel a dit telle affaire. Ça, là, le monde bon haïr, que je vais dire là. William fait une bonne job. De vrai, c'est un des bons dans le milieu sur le web. Tu parles pas assez de notre podcast cette année. T'en parlais plus l'année passée. Le message est passé, Will. Mais Hockey 30, David, a repris un segment de notre podcast avec Catherine F. et sa sœur. Il est allé chercher 100 000 vues. Wow, good job. Ça rapporte 15$ du 1000 à peu près en ce moment sur le marché. Fait qu'il a fait 1500? Il a fait 1500 avec notre entrevue. Good. Il nous a amené 5, 6, 7 000 qui sont venus voir la vidéo en passant de Hockey 30, ce qui est vraiment cool. Tu sais, il a linké, il a embed la vidéo, etc. Puis, by the way, c'est un projet différent. On essayait quelque chose. On a adoré le rendu final, mais ça sera pas de même à tous les semaines là, sur Stanley 25. Mais juste dire que Hockey 30 est allé faire 1500 avec un texte sur notre podcast, sur un extrait, bien entendu, sur Cole Caulfield, et que dans sa journée au complet, parce qu'il y avait d'autres articles, il a peut-être fait 4-5 000. Fait que le monde, tu sais, vous cherchez des vilains à hater puis à pas aimer. David, il est au sommet de la liste, man. Il roule en tabarnak. Moi, le monde sont genre, tu fais de l'argent sur mes pubs, t'as fait une vidéo Patreon. Je suis comme, on a genre 8 nouveaux membres, là. Tu sais, take a chill pill, là. Je pense quand même que le vidéo. Il était fucking bon. Parle-moi de Slav. Ouais, je te parle de Slav. Je voulais t'amener quelque chose. Tu sais, j'ai regardé les Attends, on va aller popper les bottles. On va aller. Si on est pour parler de Slav, c'est quelque chose de bon. Ça va attends, je parle là, OK, on y va. Okay. J'ai comme 1 minute avant d'arriver là. OK. 2 buts en 27 matchs. OK? C'est vraiment pas beaucoup. A signé son nouveau contrat, là. Cette année, il gagne son vieux salaire, mais l'année prochaine, il va tomber sur une moyenne de 7,6. L'année prochaine, il va gagner 10 millions. Son salaire à l'année 1 de son nouveau contrat, qui est l'année prochaine, c'est 10 fucking millions de dollars.
Puis quand ça arrive, tu t'attends à ce que le joueur soit rendu à quelque part. Puis là, j'ai l'impression qu'on voit pas le meilleur de Slav. On dirait qu'il a régressé cette année. Non, pas d'accord. Mais continue. OK. Il est sur un rythme de 6 buts cette saison. Pas des Henry. Je m'en vais, là. Shit, on va arrêter ça, là. Je retire. L'année passée, on s'est demandé si on devait envoyer Slav à Laval. OK? Ouais. Puis c'était 50-50. Puis là, il a connu toute une fin de saison. Fait que tout le monde a comme jeté cette hypothèse-là à la poubelle. Cette année, je me redemande, est-ce qu'on devrait envoyer Slav à Laval? Parce qu'il y a 2 buts en 27 games. Il est sa 2e ligne, puis il joue pas bien. Et au lieu d'avoir un coach qui le hard coach un peu, puis il l'envoie sa 3e, puis il enlève le power play, on l'envoie sa première, puis on le fait jouer sur le power play. Fait que je pense qu'il aurait besoin juste d'un petit reality check, de se remettre les yeux dans le miroir. C'est un bon joueur, Slav. Je crois en Slav encore. Mais je pense qu'il aurait besoin d'être shaké. Puis, tu sais, comme quand ça va mal, des fois, tu as besoin de te faire dire les vraies affaires. Puis j'ai l'impression que Martin Saint-Louis pense comme un joueur. Là, il se met dans la peau de Slav, puis il se dit « Ah, moi, dans ce temps-là, je me sentais comme ça. Je le comprends. » Au lieu de faire ce qu'il a dit qu'il avait aimé avec le recul, quand Tortorella, quand Saint-Louis ça allait pas bien, Tort, il tirait à la vis, il le brassait un peu. Saint-Louis a dit « J'haïssais ça sur le moment, mais c'est pour ça que je suis devenu le joueur que je suis. » Ça m'a aidé à devenir une meilleure version de moi-même. Fait que faut le squeezer un peu, Slav. Faut juste comme le brasser un peu, puis ça se passe pas à Montréal. Mais à un moment donné, il va falloir l'évaluer l'option que ça se passe à Laval, parce qu'à Laval, ça se passerait. Écoute, on dirait que tu as écouté un podcast avec un ancien gagnant de la Coupe Stanley, Gilbert Dionne, parce qu'il a dit pas mal ce que tu viens de dire il y a 2 semaines quand il est venu sur le show, quand il parlait, on va dire, de Josh Anderson, puis même lui, quand il se faisait chipper d'un mineur. C'est comme si, on va dire, je pense que peut-être dans le monde de hockey professionnel, te faire réenvoyer dans la Ligue américaine, là, c'est la fin du monde. Là. Puis des fois, c'est comme, ben non, man, Chris, va jouer avec des gars un petit peu moins talentueux, Chris, pour gagner ta confiance, aller scorer des goals. Moi, quand je vois ce qu'on fait avec Logan Mailloux, Harvey Pinard, Joshua Roy, fait que pourquoi on donne tout le tour une espèce d'immunité? Ouais. T'es first overall. Non, on peut pas l'envoyer. Mais les plus vieux, Shane parce Wright, qu'ils sont... Shane Wright, il a été, puis là, ça va super bien. Ah ouais, man, depuis qu'il est revenu. Mais les plus vieux doivent passer par le balotage pour aller à Laval. Ouais. Ça, c'est correct. Mais Slav n'a pas besoin de passer au balotage. On l'a fait avec Kotkaniemi. Quand ça allait pas bien, on l'envoie à Laval. On l'a fait avec Cole Caulfield. Quand ça allait pas bien à sa 2e saison, on l'envoie à Laval. C'est pas la fin du monde. Je veux dire, ça... Des fois, tu as besoin de frapper un mur. Tu as besoin qu'il se passe de quoi. Tu as besoin... Là, peut-être que je suis vite avec Laval. Il y a besoin de regarder un match de la passerelle. Il a besoin d'aller jouer ça à 4. Il a besoin de se faire dire, non pas juste par des paroles, mais par des actions. « Hey, ça va pas en ce moment. Réveille-toi. » Puis là, il va aller faire une petite introspection, une réflexion. Puis probablement qu'il va être meilleur après. En le protégeant, on ne l'aide pas. On égale Martin Saint-Louis. Ouais, mais tout ce que tu sais... Moi, le point que j'aime, c'est... Je pense que Slav allait faire un tour à Laval. Ça lui ferait du bien, puis il faut pas le dramatiser. Parlant de drame... Drame ou drama? Ben, les deux. Là. OK. Parce que je sais que toi, les questions des journalistes qui posent aux joueurs, je sais que c'est un sujet sensible. Non, c'est juste qu'on n'a pas la même opinion. Ouais. Le gars qui a demandé à Slav, est-ce que tu aurais payé à soir pour aller voir la game du Canadien? J'ai tellement aimé la réponse de Slav. Ah, si je l'ai trouvé boss. Moi, j'ai trouvé que c'était une question de mal. Ce qui me fait rire, parce que moi, c'est drôle. Nous, on va pas nous donner genre accès à des joueurs parce qu'on a peur. Mais tu sais, moi, si je croise Lane Hudson, là, il posait des questions le fun de genre... Mais une fois, j'avais une entrevue avec Max Pacioretty au Salon de l'Auto. Mais j'ai la chance de parler avec Max Pacioretty. Il m'a pas demandé qu'est-ce que tu penses de la composition des trios de Michel Therrien. Il m'a demandé c'est quoi le premier char que tu as acheté. C'est quoi que tu conduis là? Mais c'est pour ça qu'il donnerait une entrevue à part. Dans le scrum, c'est pas ces questions-là. Là, je veux dire, mettons, question de Saint-Louis, je sais pas, ou un joueur sur la game, ça là, pis tout. Jean Trudel. Hey, c'est quoi le premier shot à acheter? Ça marcherait pas, tu comprends? Ah oui, non, ça serait des entrevues différentes. Mais moi, là, dans le vestiaire, là, tu veux avoir la réponse des gars, OK? Tu leur as demandé, comment ils ont-tu le droit de vous huer? Puis là, les joueurs, la plupart ont dit oui, ils ont le droit, ils payent leur billet, ils ont le droit de vous huer. Tu cherches une façon d'avoir encore plus dans ta réponse. Et j'ai trouvé la question de Herb Zurkowski, qui est un monument du journalisme. Pour vrai, c'est une bébite, là, et vraiment, vraiment particulier. Je te conterai les affaires en dehors des ondes ou sur le Patreon. C'est un vieux de la vieille qui est très, très... C'est la question que j'ai trouvée 40.
Tu sais, t'achèterais-tu des billets? Ou si tu avais acheté des billets, comment tu te sentirais? Tu sais, je suis d'accord. Yoraï Slavkovski a une réponse en 2 parties. Sa première était bonne, sa deuxième un peu moins. C'est comme il n'aurait pas arrêté sec. Là, la deuxième, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais il s'est mis comme à patiner, il n'y avait pas besoin. Mais moi, je trouvais ça écœurant. Écœurant. La question était bonne, la réponse était bonne, c'est correct. Moi, je veux qu'on pose les vraies questions. OK, fair enough. Ouais. Ben, en tout cas, moi, je l'ai pas aimé, mais moi, j'ai aimé sa réponse. Ça a démontré qu'il y a une belle assurance, il est capable de jongler avec les médias. Moi, j'étais... Mais ça fait 3-4 fois que Slav, il prend un peu le speech de Martin Saint-Louis contre les médias. Là, tu vois que le Canadien est en train de se fermer, les joueurs, le coach. Puis c'est pour ça que je te dis, Martin C'est à cause de nous. Ça, c'est à cause de mon compte c'est à Twitter. cause de toi, juste toi. Moi, c'est ça. Ouais. C'est sûr que si les joueurs donnent des réponses de merde aux journalistes à cause que moi, avec mes 2003 followers Twitter, c'est toi le problème. Mac Truman Trudel, il rentre pas. Oh, et puis aux agents libres, s'il n'y a pas de joueurs du Canadien qui chialent, Truman Trudel. c'est de notre faute. Non, mais attends, oui, je t'ouvre une porte sur... nice. Tu sais, Saint-Louis avait dit, j'écoute pas les commentaires, les critiques des gens à qui je ne demanderais pas conseil. Oui. Et Slav a dit à peu près la même affaire. Un moment donné, Slav, il s'est fait poser une question, le journaliste, il demandait son opinion, puis Slav a dit, je n'ai pas, de toute façon, vous allez la trouver, vous autres. Tu sais, le clan canadien commence à se fermer, puis être, tu sais, comme contre les journalistes. C'est comme us against you, là. J'ai l'impression qu'il se ferme, puis tout. Tu sais, j'haïs pas ça, mais en même temps... Je te parle de protection, ça protège Slavkovski. À un moment donné, man, sans toi shaker par une question, remets-toi en question, tu sais, whatever. J'ai foutu un peu la merde ce matin à BPM Sport, comme s'il y avait besoin que quelqu'un foute la merde. T'es-tu venu déguisé en âne? Non. Ah. Calice. J'ai dit à Tony, on parlait de Slav, justement, puis tu sais, on parlait de pourquoi c'est difficile, puis Tony, il parlait beaucoup de l'argent. Il disait, moi, là, tu sais, il fait... tout d'un coup 60 millions, puis à un moment donné, tu peux arrêter de travailler, puis tout. Puis je dis, hey man, je dis, t'es en haut de la pyramide. T'es fucking en haut de la pyramide. Je dis, tu te bats contre les meilleurs au monde qui dorment bien, qui mangent bien, qui s'entraînent bien, qui ont une routine, qui sont bien entourés. Tu sais, comme tous les petits détails font la différence. Puis j'ai dit, tu sais, Slav, il sort avec une serveuse du Fly Gin. C'est toi qui l'avais sorti sur Twitter, sur X. Ah oui. Quand tu sors avec une serveuse du Fly Gin qui finit de travailler à 3,5, 3,45 parce qu'il faut qu'elle compte sa caisse, puis qu'elle rentre chez vous à 4, puis toi, tu te lèves à 7, 7,5 parce qu'il faut que tu sois au complexe CN, c'est plus le Bell, à Brossard, à 8, 8,5. Ça se peut-tu que quand tu dors 3 heures dans ta nuit, ça puisse affecter? Regarde, Slav, il a l'air fatigué par moment. Je comprends qu'il fait une sieste après, mais... J'ai juste posé la question. Écoute, les gens n'aiment pas ça, se faire poser cette question-là. Mais ça se peut-tu que ça impacte son jeu? C'est le dernier qui sortait avec une serveuse, c'est qui? Ben, c'est pas le dernier, mais on a tous un nom en tête. Galchenyuk qui sortait avec Chanel, mais Chanel, c'était le Fly Gin, puis le Paris, c'est pas la même affaire. Là. Moi, où est-ce que je trouve que tu embarques sur un terrain glissant, c'est que blâmer ou mettre une partie du blâme sur la blonde d'un joueur, tu peux pas vraiment faire ça. Ouais, pas la blonde, c'est le rythme de vie. Ouais, mais après ça, quand tu regardes les joueurs de hockey, tu sais, fait que c'est quoi? Fait que la blonde de Slav a fini son shift au Fly Gin. Elle doit travailler probablement comme un soir ou 2 par semaine max. Elle n'est pas là 4 soirs semaine, peut-être qu'elle fait juste un shift. Tu sais, que les gars qui jouent au hockey, là, quand tu finis de jouer une game de hockey là, à 10h le soir, tu finis d'un voyage, Slav, il n'y a aucun joueur du Canadien qui sont dans leur lit à minuit. Là. Tu viens de jouer une game de hockey, là, t'es wired, là, je joue dans une ligue de garage, puis je suis wired jusqu'à 2h du matin. Fait que imagine que je viens de me battre ici puis j'ai mangé une poque à la gueule. Les gars, ils doivent s'endormir à 2-3 heures du matin, Chris. Minimum, mais Scott aussi... Gomez, Brandon Prost, il le disait, ils prenaient des calmants à cheval ici pour s'endormir. Fait après ça, que le gars, tu sais, puis au même affaire que Patrick Laine. Patrick Laine, il doit gamer jusqu'à 5 heures du matin. Je pense qu'il game plus. Ouais, mais... Je pense que ça faisait partie de son problème de se coucher à 3-4. Moi, OK, peut-être pas mettre ça sur le dos de sa blonde, mais mettre ça sur le dos de tu dois tout faire. Tout faire. Pas de smoke, pas de party, rythme de vie, te coucher le plus tôt possible. Je sais pas, il faut que tu mettes toutes les chances de ton bord. C'est mon opinion là-dessus. Ça, je suis d'accord, mais c'est là que ça redevient. Puis tu sais, on peut faire une parenthèse avec Alexandre Daigle, qui d'ailleurs que j'ai porté son jersey signé à Ottawa. Puis il y a vraiment une belle cote d'amour. Il y a plein de monde. Il est hot. Il est écœurant. Il y a plein de monde qui sont venus me voir pour dire il est donc bien hot ton jersey d'Alexandre Daigle. Au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, il haïsse-tu? Mais non, tout est chill. Tu sais, Alexandre Daigle, il dit qu'au junior, à un moment donné, il a atteint son objectif de, je pense, c'est 60 goals ou je sais pas c'est quoi qu'il voulait. Puis après ça, il n'a plus jamais retrouvé le spark.
trouver le spark. Tu sais, pour lui, Slav, peut-être qu'avoir été first overall, c'était ça, puis d'avoir eu son gros contrat, c'est ça. Mais tu sais, être un Sidney Crosby, être un Alex Ovechkin... Continue de vouloir plus. Tu atteins une étape, tu veux plus, tu veux plus. Chaque fois que tu atteins un sommet en sport, si vos enfants font du sport, si tu coaches ou n'imple quoi, chaque fois que tu atteins un objectif, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre à un nouvel objectif. À la seconde où tu n'ouvres pas une nouvelle porte, t'es mort. C'est terminé. Là. Puis tu sais, après ça, après ça, on regarde, OK, oui, c'est des athlètes professionnels, ils font énormément d'argent, ils ont une chance en or, mais je pense que comme on est tous humains, puis on a tous une difficulté. Moi, là, quand j'ai fini 25 années, là, j'ai passé 2 ans déprimé à fumer du pot puis boire la bière tout seul sur mon divan à manger des Doritos. Puis même si dans ma tête, je me disais, Chris, qu'est-ce que je fais à gaspiller des belles années de ma trentaine à fucking rien calisser, puis des fois, du monde, Chris, va chercher des plus gros clients, puis fais de là. Je suis comme. Non, c'est super tough. On a tous besoin de se fermer, mais là, t'ouvres une autre porte. Oui. T'es à Montréal, t'es slave, t'as une méga pression des médias, t'as une méga pression en Slovaquie qui est 10 fois plus grande. Tu cherches le calme. Tu sais, quand je fais de la tournée, là, tu sais, comme, quand t'es jeune, tu veux les flares sur toi. Puis là, tu te mets à faire du rap, tu te mets à jouer au hockey, tu te mets à faire 25 cette année. Tu veux que le monde te reconnaisse. Tu veux pas reconnaître dans la rue, mais reconnaisse ton travail. Tu veux être, tu veux être relevant. Tu veux être là, OK? Quand t'arrives, puis t'en as plein, puis j'ai eu 1/10, 1/100 de Slav. Mais quand tu l'as sur toi, ton réflexe, c'est de te tasser puis de plus en vouloir. Fait que y a-tu trop sur des joueurs jeunes? Il y en a trop. Fait que les gars, ils cherchent une petite bulle pour se réfugier. C'est ça qui est arrivé avec Jonathan Drouin. C'est ça qui est arrivé avec plein de gars. Quand t'as too much on you, tu cherches ton petit jardin secret de canne. Puis ça se peut que t'aies moins envie de... Ouais. Ou de l'autre côté, peut-être que quand il joue une mauvaise game un samedi soir, puis il est un peu en crise, puis sa blonde a fini son chiffre, puis elle vient le voir, puis ils ont une belle chimie physique, puis elle s'occupe bien. Chimie physique. Non, puis elle s'occupe bien de lui, puis le dimanche matin, quand il se réveille, c'est la journée de congé, la fille a tout le temps des de bonnes idées pour dire on devrait aller essayer tel nouveau resto, on devrait aller bruncher à telle place. Peut-être que la fille est super chill. Tu peux le voir. Peut-être que ça lui donne son break, que j'aime bien mieux qu'un jeune joueur sorte avec une fille qui paraît super bien, puis qu'il s'entende bien avec elle, que le gars, il switch de fille à chaque semaine. L'affaire aussi, c'est qu'on entend tellement, tu sais, quand tu jases, je sais que tu jases des fois avec le même monde que moi ou d'autres mondes, tu sais, mettons, ils ont présenté, le Rocket a présenté la blonde à Joshua Roy dans un extrait Instagram, elle s'appelle Melika Hogg. Puis t'as du monde... C'est-tu Melika Hogg des Toitures Hogg? C'est quoi ce que c'était? Non, mais je sais pas. Ouais, c'est tout, Maxime! Je sais pas. Puis tu sais, t'as du monde qui vont t'écrire, t'es 40. Puis c'est vrai, là, le monde vont dire, super cool, j'ai étudié avec, à l'Université d'Ottawa ou n'importe quoi, j'ai travaillé avec. Puis t'as d'autres mondes qui vont t'écrire, elle est vraiment pas nice, tu sais, elle est pas bonne pour... Tu sais, fait que des versions, t'as tout le temps comme... C'est dur à avoir la vérité. Tu sais, du monde pense que je suis un trou de cul, puis il y en a d'autres qui pensent que je suis une super bonne personne. Fait que il faut faire attention avec ça. J'ai tellement tourné ma langue. J'avais envie de te dropper quelque chose, mais j'ai envie de le dire, mais semi-off-cam. Attends, non, mais te le dire dans l'après-show. Ah non, dis-le là, au pire, je te dis que c'est pas drôle. Ah ouais? Non, parce que tu as un appel téléphonique juste avant, puis tu parlais de l'ex-blonde d'un tel, puis là... bien. Ouais, c'est ça. Bien. Tu fais bien de parler là. Mais sur Slav, tu sais, juste... Je trouve ça fucked up parce que, tu sais, je suis un peu le soccer, tu regardes le sport en Europe, je regardais tout ce qui se passe en France. La couverture soccer en Afrique, en France, en Espagne, Portugal, en Angleterre. Tu lis beaucoup de blogs de soccer en Afrique, toi? Non, je lis des tweets. Soccercongo.ca. Je vois tout ce qui devient viral. Ouais. Les gens sont vraiment passionnés, puis sont vraiment plus hard. Ben oui! C'est malade à quel point les gens sont comme « Hey, les médias, on est au Québec, on est trop hard avec le Canadien. » On est zéro hard! Hey, zéro, là! Non, mais on le voit même dans la fragilité. Là. Je ne vais pas dire quel journaliste sportif, là, mais il y a un gars qui a mis une vidéo de lui sur Instagram, là, puis qui disait que Jacky il allait devenir inutile. Puis en tout cas, il disait Jacky, puis il y a juste quelqu'un qui a dit que son opinion avait pas de sens. Il était juste genre... Un commentaire qui a dit un peu genre « Hey, animateur, t'as dit une ânerie. » Puis là, dans un commentaire, il y a... C'est sûr qu'on met ça dans le titre, hein? C'est sûr qu'on met ça dans le titre, ânerie. Tu sais, quand on fait notre pré-show, c'est sûr qu'on met ânerie dans le titre. Puis là, après ça, j'ai vu la réponse du média, puis là, c'est comme « S'il vous plaît, un peu plus de respect dans vos... » Puis là, à un moment donné, je me dis, tu sais, là, le respect, moi, je pense que comme
Tu sais, dire à quelqu'un, hey man, c'est un petit peu nono ce que tu viens de dire. C'est pas genre, t'es un hostie de trou de cul, de mange de marde, va brûler en enfer. Tu sais, on dirait qu'il y a le entre les softness, gens, là, t'as raison, on entre les gens, mais encore plus. Tu sais, je veux dire, Tony Marinaro appelait des maires pour challenger des discussions de Martin Saint-Louis. C'était drôle. Il y a eu des plaintes, il y a eu du monde qui se sont plaints. Il y a même quelqu'un qui a appelé en ligne ouverte au show de Tony pour dire « Tu manques de respect à Martin Saint-Louis, t'aimerais ça... » Tu sais, comme tu l'humilies, puis tout. Je suis comme « Mais non, man, il adore Martin Saint-Louis, il fait un show, il dit comme c'était 3-0, t'aurais-tu pris un time-out? » Il appelle une madame, genre, elle travaille, je sais pas où, c'est la mère de quelqu'un. Il appelait sa propre mère, « Maman, là, en italien, puis t'aurais-tu pris un time-out? » Ben oui, j'aurais pris un time-out. Bon, même ma mère aurait pris un time-out. C'est comme, c'est juste un show, c'est drôle. Il y a 50 fois pire en Europe, en Afrique, partout. Puis on n'arrête pas de dire que les médias qui suivent le Canadien sont rough. Non, les médias qui suivent le Canadien sont omniprésents, mais sont smooth. Ben là, ultra smooth. Mais ils sont rendus trop smooth, même eux envers eux, de se faire critiquer. Ce qui est quand même paradoxal de voir que des... Non, mais c'est vrai. Des gens qui passent leur vie à critiquer d'autres mondes, quand eux se font critiquer, ils grimpent d'un rideau. Hey, moi, exemple, je pourrais jamais brailler que je me fais diss sur Twitter. Ben, de toute façon, je me fais diss tout le temps, là. Mais tu sais, je peux pas. C'est ça que je fais dans la vie. Tu sais, c'est comme un... Non, mais c'est comme si... Non, mais c'est la même affaire que si Arbor Xhekaj commençait à dire « Ah, je trouve que la Ligue nationale de hockey, là, c'est un petit peu trop physique. Quand je joue contre les sénateurs d'Ottawa, leurs attaquants, là, leur troisième et quatrième ligne, là, ils me frappent trop fort dans la bande. C'est comme tabarnak, t'es Arbor Xhekaj. George Parros, quand il était tombé face première, là, premier match avec le Canadien, là, puis là, tout le monde avait pris cet exemple-là pour enrayer les bagarres. Pour enrayer les bagarres, il avait sorti puis il avait dit à des journalistes... Là, arrêtez de faire un combat contre les bagarres avec moi. Je suis pour les bagarres. Je gagne ma vie avec les bagarres. Fait que, tu sais, c'est un peu paradoxal ou ironique. Ouais. Oh, quel jeu de mots, mon cher rapper. Là, je te relance avec Henry, là. Si tu l'as... Hey, tu sais une autre affaire? Puis, je veux pas sonner comme une critique. C'est surtout que je care tellement pour l'expérience du partisan au Centre Bell. En passant, que le son était trop fort, là, j'ai 1000% raison. Moi aussi, il y a plein de monde tout le monde m'écrit. Autre affaire, je t'ai-tu parlé de l'impact du Jumbotron au Centre Bell? Je pense pas. Ça, c'est débile. C'est fou comment au Centre Bell, parce que moi, mon but dans ma vie, c'est que je veux gagner tous les concours qu'il y a au Centre Bell. C'est partisan pomme du match, je l'ai eu. C'est sûr que je vais gagner le 50-50. J'ai gagné tout un paquet de concours. Puis là, j'ai eu le Habs Selfie. Mais crime, j'ai passé là 0.2 secondes au Jumbotron. Mais tu check pareil? Sur mon Twitter, Jean, JT, Trudel, je suis comme yes, Jumbotron. Avec ta blonde, je pense. Hein? Ouais, avec ta blonde. J'ai eu genre 12 personnes qui m'écrivent « Yo, t'es sur Jumbotron ». C'est débile l'impact du Jumbotron. Mais pour revenir aux Canadiens, ça fait 2 arénas que je vois qu'ils ont baissé les filets derrière le filet. Tu sais, les gros filets protecteurs. À Vancouver, ils l'ont fait. À Ottawa, ils ont aussi fait la même affaire. Fait que moi, je pense que c'est pas par respect, mais je crois que pour tous les gens qui vont voir les matchs dans la section Desjardins, d'un blanc, d'un gris, d'un bleu, tu sais, le Centre Bell, il est à pic. Là, mais là, on s'en va vers ça. La société a mis trop de protection dans tout. On a protégé, on a surprotégé, on est allé trop d'un bord, là, faire attention à tout. Là, on va lousser, on va revenir. Puis probablement qu'on va aller trop loin dans une couple d'années, qu'il n'y aura plus assez de protection. On va en remettre. Puis c'est pas juste, je te parle pas de filet, là, je te parle de la vie en général. On va délousser plein d'affaires dans les prochaines années. Parce que, tu sais, mon plus beau moment à vie, puis les gens, ils l'oublient, tu sais qu'avant, derrière le banc du Canadien, il n'y avait pas de baie vitrée. Puis ça, là, c'était épique. Là. Moi, je me suis lancé en R4. Je suis allé à la game, un de mes chums, son père venait d'être nommé président du Canadien. Puis le premier match de la saison, on était 6 boys, première rangée, peinturé bleu, blanc, rouge, stripé. Direct, pas de baie vitrée, là. Direct, pas de baie vitrée. Puis j'en ai fait comme une coupe de game, là. Puis je me dis, si, c'était hot. Puis tu sais, moi, je me dis, enlève les baies vitrées derrière le banc des joueurs. Là. De un, t'as 27 guerriers qui sont là pour attraper à la puck. Après ça, t'as le coach puis les assistants coach. Moi, je dirais, si tu vas derrière ces bancs-là, qu'il n'y a pas de baie vitrée, là, interdiction d'avoir un téléphone cellulaire. Quand tu t'en vas là, concentré sur le match tout le temps. T'es concentré sur le match parce que je me dis, à un moment donné, ça enlève un peu.
saveur. Ah, mais je te parlais de protection. On protège ici le coach, on protège les joueurs. Tu n'as pas accès. Si tu cries de quoi, ils t'entendent pas. Il faut que tu cognes dans la baie vitrée. On veut garder la bulle des joueurs du Canadien. Ouais, mais moi, des fois, je pense qu'avec la baie vitrée, ça fait que les gens ils s'en permettent plus. Et moi, je vais te dire, là, être assis première rangée derrière le banc. Moi, je me suis dit, on va dire, je pense que c'est ça, Vigneault qui coachait. Mais je ne sais plus c'est qui le coach à l'époque. Mais tu sais, il y a sa main. Juste là, que, il y avait une grosse bague de championnat de je sais pas trop quoi, de Coupe Memorial. Comme je pouvais y toucher. Là, je te dis que t'as envie de les encourager, mais t'es quand même on sur le qui-vive de genre. J'ai pas envie d'échapper ma frite avec du ketchup. Imagine, t'es là, tu ouvres ton sachet de ketchup. Ketchup qui arrive sur l'épaule du coach, t'es comme. Excusez-moi, monsieur. Mais tout ça pour dire qu'en plus, ça, tu m'as dit, fait que le médecin de ton fils. Lui, il est rendu médecin du Canadien? Oui, l'orthopédiste du Canadien s'appelle Thierry Poyot. Ouais. C'est lui qui a opéré mon fils 2 fois. C'est le meilleur médecin ever au niveau médecine. Puis c'est probablement une des meilleures personnes dans toute la médecine au Québec. Il est hallucinant. Je pourrais t'en parler longtemps, mais juste comme tu sais des liens avec le jeune. Mon gars était nerveux de se faire opérer avec les parents. Il venait nous voir 3-4 fois, même la journée de l'opération, peu importe. Là. Puis... là, je vais ouvrir une porte parce que j'en ai parlé avec lui vite dans un rendez-vous. Je trouve ça plate que la médecine demande tellement de grosses cotères. Il y a plein de bonnes personnes qui, à l'âge au cégep ou à la fin du secondaire, n'iront pas en sciences nat, puis ils n'iront pas en médecine. Puis s'ils vont, ils ne seront pas sérieux. Puis souvent, ces personnes-là, c'est des gars, malheureusement. Fait que la médecine fait rentrer plein de studieux. Mais il y a beaucoup de gens qui ont moins le côté humain, qui ne rentrent pas en médecine. Puis pour annoncer des mauvaises nouvelles, pour accompagner des patients dans certains cheminements, pour justement calmer des jeunes, être en pédiatrie, etc., des fois, le côté humain est important, puis on le fait moins passer. Puis j'en parlais avec je ne veux pas nommer, mais en tout cas avec quelqu'un. Puis c'est que maintenant, ils prennent à peu près 1 sur 2 ou 1 sur 3, c'est plus avec la cotère et le cégep, ils font rentrer du monde qui ont d'autres bacs. Ils font rentrer des adultes en médecine pour qu'il y ait plus de gens humains en médecine. Fait que ça, je trouve ça super cool, mais il faut continuer dans ce voie-là, parce que médecin, c'est pas juste être bon pour du par cœur puis avoir une mémoire de... il faut vraiment accompagner les gens, puis Thierry Poyot, pour de vrai, incroyable médecin, incroyable personne, puis quand je le vois en arrière du banc du Canadien, c'est comme c'était mon boy, c'est pas mon boy, c'est le gars qui opérait mon gars, that's all, j'ai pas de... Mais je suis fier, je suis content de lui, puis voilà. Mais lui, quand il est derrière le banc, il paye ses tickets ou il est là? Il travaille. OK, il travaille. Oui. OK, c'est le nouveau Dr. Mulder. En fait, Mulder était le docteur en chef, puis là, tu divises par... puis là, je pense que l'ancien... Là, ça se peut que je me trompe, au pire, vous me le direz. Celui qui était orthopédiste est devenu le nouveau Dr. Mulder, puis ils ont pris un nouvel orthopédiste, c'est Thierry Poyot qui est monté là. Okay. Fait que lui, s'il y a de l'orthopédie, c'est souvent lui qui va offrir la première opération, mais... Tu sais comment ça marche? Les agents de joueurs, puis les joueurs, souvent, ils vont chercher une deuxième opinion, troisième opinion. Ils vont se faire opérer ailleurs par des réputés, mettons, en Europe ou aux États-Unis. Mais tu sais, des fois, ça arrive que c'est lui. Mais souvent, les suivis, c'est lui. Si ça vire mal, c'est lui qui est là. Il est là pour ça. Fait que lui, ça va être notre premier invité de la saison 3 au mois de janvier. Écoute, je capote. C'est bien, il est écœurant, mais je pense pas qu'il va venir. Ah ouais, même si supposons l'on lui donne, je sais pas, là, un manteau quartz. On n'est pas bienvenu à la signature de Lane Hudson. Ils vont pas nous envoyer. Tu parles de derrière de Vitré. Je suis allé voir le Rocket, moi, à Springfield, un match de série, quand il était en série il y a 2 ans avec Charles-Alex Brisebois et Renaud Bourbonnais. Ouais. 2 amis, collègues dans le milieu. Puis on était en arrière de la baie vitrée, puis on était contents. Mais c'est une vieille aréna. Les bancs étaient plus bas, la baie vitrée, elle est là, puis on voyait rien parce que les joueurs étaient de même. C'est un de mes pires matchs. Mais voilà. Hey, autre affaire, là, j'ai parlé des manteaux quartz. Je vais annoncer, on a fait des concours, là, c'est la petite transition auto-promo, plein d'affaires à mentionner. Quand on a fait tirer les manteaux quartz, j'ai sélectionné 2 noms au hasard. C'est Antoine Halley puis Alexandre Pété sur le Patreon. Le premier de vous deux qui laisse un commentaire sur le post vidéo du podcast aujourd'hui, c'est toi qui gagne manteau quartz. Le manteau quartz. Puis on va, soit tu peux venir le chercher en magasin ou on va te le shipper. Faut que je fasse un dernier rappel aussi par rapport à mise au jeu. Dans le temps des fêtes, puis là même hier quand j'ai fait mon tweet, parce que pendant ma saga Martin Lemay et Mathias Brunet, j'écoutais aussi la game Ducks Panthers, puis j'ai décidé instantanément de faire un bet sur les Oilers. Je me suis dit, les Oilers, ils vont gagner la Coupe cette année, ils n'ont pas le choix, ils ont trop une bonne équipe. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, ton bet, c'est un bet stupide, la cote n'est pas vraiment bonne, tu ne feras pas vraiment d'argent. Puis je crois que c'est vraiment important que les gens comprennent que quand tu fais des paris sportifs, c'est pas pour faire de l'argent. C'est pour jouer, pour t'amuser. Puis même pour moi, c'est la meilleure façon de voir est-ce que mes calls
de début de saison, c'est quoi le terme en français, accountable? Imputable? Oui, imputable. Ouais. C'est d'être imputable pour me dire à la fin de l'année, j'ai étudié des âneries ou j'ai dit des affaires intelligentes. Fait que pour moi, le pari sportif, c'est ça. Fait que pendant le temps des fêtes, là, vous allez rencontrer sûrement le cousin, le nouveau chum de ta cousine ou le beau-frère ou le nouveau chum ou la nouvelle blonde qui va dire « Ah, moi, je fais des bêtes minimum 1000$. » Puis pari sportif, là, c'est des 5-10$. Tu t'amuses, tu prends ce smooth, puis ça te permet de... L'argent que tu t'en fous de perdre. Oui, c'est une dépense. C'est une dépense. C'est une dépense. C'est comme si tu allais prendre une bière, ça te coûte 9$. Ben ton 9$, mets-les là, reste chez vous, regarde la game, puis ça donne un petit plus pendant que tu le regardes. Même chose quand tu vas au casino. Tu sais, moi, je me dis, je vais au casino, je mets un brun. Je mets un brun dans ma poche, c'est ce que ça me coûte. C'est comme si c'était un coup d'entrée au casino, puis je vais jouer mon brun. Je n'aurai pas 2 bruns, 3 bruns, 4 bruns. Moi, c'est un brun, ça pourrait être 20$ pour d'autres, peu importe, mais tu sais, c'est juste de se mettre puis de savoir que les probabilités sont que je vais le perdre. Ouais. Des fois, je vais le gagner, ça va être écœurant, mais les probabilités sont que je vais le perdre. La même chose avec en pari sportif. Les probabilités sont que tu vas perdre à long terme. De fois de temps en temps, tu gagnes un soir, puis c'est le fun, etc. Ouais, parfait. Je vais te donner des stats pour pas miser sur le Canadien. OK? Des petits stats qui vont peut-être t'influencer dans tes prochains paris. OK. Savais-tu que le Canadien n'a pas une saison où il a gagné plus de matchs qu'il en a perdu au Centre Bell depuis 2018-2019? Fait qu'on perd tout le temps au Centre Bell? On perd plus qu'on gagne devant nos partisans depuis 2018-2019. Oh, on gagne plus. On perd. On perd plus. Ouais. Bref, t'as plus de chances d'avoir une défaite quand tu es au Centre Bell. En fait, tu sais ce que ça me dit, c'est que probablement que les équipes adverses aiment trop ça jouer au Centre Bell. 100%. Chaque année, pas mal. T'es pas intimidé. Ils arrêtent pas de dire que c'est leur aréna préférée ou leur deuxième aréna préférée quand ils font des sondages de joueurs. Parce que c'est pas qu'ils se sentent intimidés, c'est que les gars sont assez solides mentalement, qui se pluguent sur notre énergie de partisans, puis ils sont comme le hype, l'intensité, l'électricité. C'est pour ça que quand il y a des gens qui disent qu'il y a des joueurs qui veulent pas venir jouer à Montréal, je te garantis que les gars qui jouent pour les Ducks d'Anaheim en ce moment là doivent être dol. Ouais. Tandis que t'embarques au Centre Bell un samedi soir ou même un lundi soir, let's fucking go! C'est sûr que les gars sont hype, là. OK. Fait que stat numéro 1, mise pas trop sur le Canadien. Tu sais, des fois, oui, mais c'est encore pire à l'étranger. Mais tu sais, des fois, ils sont à domicile, ils vont gagner. Souvent, le Canadien est négligé, même à domicile. C'est une des équipes qui est le plus souvent négligée à domicile dans les codes de paris sportifs. Parfait. Deuxième stat, le Canadien n'a pas tiré plus que 30 fois dans un match cette saison. 2 fois 30 tirs, aucune fois 31, 32, 33, 34, 33, jusqu'à combien que tu veux. Wow. Donc, on n'a pas de match où on a outshot vraiment beaucoup l'adversaire. OK? On a des matchs de 13 tirs, de 15 tirs, de 17 tirs, de 19 tirs. Donc, on a un problème de tir. Je ne sais pas s'il faut tirer de partout parce que c'est un peu tricher la statistique, mais c'est sûr que si tu tires pas, tu gagneras pas. OK, ça, c'est tout des paris que je vais faire tout de suite après le show. Garde-le en tête. Ouais. Puis t'es fait sûr. Mais là, on joue tout ça à Montréal? Ah, t'es fait sûr. Tu sais, j'essaie de faire comme sur mise au jeu plus. Voilà, merci. Dernière stat, le Canadien est, au moment d'enregistrer le podcast, la 4e équipe la plus punie de la LNH. Puis si on enlève les bagarres puis les inconduites de match, on est la 2e équipe la plus punie. Donc, on est vraiment indiscipliné parce qu'on joue même pas robuste. On n'est pas une équipe robuste et on a tellement, justement, je te parlais des tirs, on n'a pas le puck. On court après le puck et on est indiscipliné. Mauvais changement, bâton élevé, accrochage, etc. Donc, le Canadien est la 2e équipe la plus punie au niveau des pénalités mineures. C'est une stat quand même le fun. Ça fait 27-28 matchs. Là. On les a regardés 29, 30, peu importe. Là. Ramassons ça. Voici 3 stats intéressantes. Et là, je t'amène une suggestion. Oh, OK. Je te prends du champ gauche. Ah, je sais. Ah oui, je pense. Ouais. Je sais checker, vas-y. Je veux vraiment que les gens me donnent leur opinion parce que moi, je trouve ça incroyable. Moi, j'embarquerais à 100% là-dedans. Il y a 32 équipes dans LNH. Ah oui. Au lieu de faire 32 équipes, il y en a 16 qui font une série, il y en a 16 qui font pas. Je garderais 16 équipes dans une division 1 et 16 équipes dans une division 2, avec une hiérarchie. Les 16 meilleurs se battent pour la Coupe Stanley, puis les 16 autres sont en D2 et se battent pour revenir en D1 et aspirer à la Coupe Stanley. Puis après ça, sur les 16, tu fais des séries, je sais pas, tu fais des séries à 8, des séries à 12, ça je m'en fous. Séries à 4, juste le gagnant, ça, il y a plein de modèles. Mais je séparais la LNH en 2 divisions. Pourquoi? Premièrement, ça empêcherait les reconstructions, puis le monde on perd longtemps parce que tu irais en D2, tu aurais moins d'argent. Ton proprio aurait moins d'argent, tes billets seraient probablement moins chers. Tu aurais un peu honte d'être en D2 quand tu es le Canadien de Montréal. Fait que
ça amènerait plus de calibre, de vouloir de gagner. Puis deuxième chose, c'est que si tu joues avec une D1 puis une D2, bien, le Canadien n'a pas le choix. Ils vont faire des trades. Ils feront pas « Oh, on attend cette année. Ah, on attend. On vise pas les séries en 2031. Tu vises là parce que sinon, tu t'en vas en D2. Puis t'imagines les matchs en fin d'année? Mettons, les 2 premiers de la D2 jouent contre les 2 premiers de la D1. Puis celui qui gagne le 2 de 3 ou le match ou le 4 de 7 monte puis celui-là le descend. Man. Moi, ça me fait capoter. Fait que c'est ma suggestion. Peut-être que vous me trouvez complètement fou, mais moi, je capoterais à avoir droit à ça. Ah, les probabilités que ça arrive sont minimes. Très mais c'est minimes. certain qu'en tant que partisan, c'est que ça... Ben, en fait, le terme, c'est que ça augmente l'intensité. Ouais. Puis on jouerait contre des équipes poches. Plus souvent, si on est en D2. Puis quand est-ce que tu as du fun quand tu vas au Centre Bell? Quand on gagne. Non, mais moi, j'ai tout le temps du fun au Centre Bell. Ouais, mais quand c'est des équipes poches puis qu'on gagne, t'as plus de fun. Je pense que les partisans seraient plus gagnants. Ouais, mais moi, Ah, 7-2, le 8-2, 9-2. T'étais où? Lesquels dégelés t'as vu, toi? Ben, je les ai toutes T'es vues. toutes vues. Moi, c'est pas compliqué. À un moment donné, c'était qui? C'était Émile Girard qui avait dit il faudrait que Mise au jeu soit au courant quand t'es au Centre Bell. Ils perdent tout le temps, mais j'ai inversé ça parce qu'ils ont gagné contre les Ducks. Ouais. Fait que j'étais bien content, Il y a pas de corrélation. mais il paraît que j'ai perdu mes doigts de poulet. Ouais, il y a quelqu'un qui nous a écrit. Je sais pas si c'est vrai, j'ai pas vérifié. Validé. C'est validé? Non, mais j'aimerais ça valider. À valider. On veut votre salaire, qu'il n'y a plus de doigts de poulet normal, puis que c'est PFK qui est devenu partenaire dans la section des jardins. Je trouve ça louche comme info qu'un de nos abonnés nous a donné. Ça se peut que ce soit vrai, ça se peut que ce ne soit pas. J'aimerais ça savoir, mais si c'est vrai, c'est triste. Ouais. Parce qu'il y a plein de monde qui nous avait écrit. Ben, moi, c'est triste. De toute façon, je peux plus en manger. Là. Moi, c'est fini. Oui, une fois semaine, une fois. Non, je peux plus. Finitos. T'as-tu d'autres affaires? Parce que moi, je suis pas mal complet, là. Moi, j'ai... rapide. Attends, moi, j'ai une dernière question pour Ouais. toi. OK. Demidov, Yes! Notre sauveur. notre sauveur. Il va faire 50 buts à sa première saison recrue. Puis qu'on va vouloir envoyer à Laval la saison 2. Quand il va à sa gang la deuxième année. Il y avait de la misère en Russie. Ouais. Puis quand il s'est mis à moins jouer, bien entendu, il produisait plus. Ouais. Kent Hughes ou Jeff Gorton, en tout cas, Ouais. le Canadien, puis Nick Bobrov sont allés le voir en KHL. Pendant 4 matchs, il a joué 15, 16, 17 minutes par match. Il s'est mis à produire 1 point par match. Ils sont partis de la Russie. Il a recommencé à mal jouer, à jouer 3, 4, 5, 6, 7 minutes. Il y a même un match, il était sur le banc, puis il n'a pas joué une hostie de minute. Et là, on vient d'envoyer Vincent Lecavalier pour le voir. On va voir dans les prochains jours s'il va jouer plus. Mais je trouve ça bizarre. On est obligé d'envoyer du monde en Russie pour comme mettre un peu de pression. Puis là, on le fait jouer. Puis quand on part, on leur fait moins jouer. Fait que, tu sais, finalement, c'est bon à court terme, mais à long terme, c'est moins bon. J'ai fucking hâte qu'il soit à Montréal parce que de le voir à distance, pas jouer beaucoup, pas produire, c'est pas cool. Mais moi, quand j'entends une histoire de même, c'est que j'aime ça quand tu parles d'histoire d'hockey de même, parce que ça me fait réaliser que Jeff Gorton, il s'occupe de ses affaires. Tu sais, pendant longtemps, on a dit l'équipe s'occupe pas, ils supervisent pas leurs joueurs, l'encadrement. Chris, quand tu décides qu'il faut que tu pognes des avions pour aller en Russie. Qui est une place où c'est difficile de rentrer. C'est difficile de rentrer en Russie. Ah ouais, en plus. C'est pas bien vu rentrer en Russie. Puis tu le fais pareil parce que tu cares about ton joueur, c'est quand même nice. Ah, fucking thumbs up Jeff Gorton là-dessus. Petite info. Il y a tellement nowhere, mais c'est ce que partenaire j'aime de avec... BPM? Oui, je l'ai après. Ben, je vais t'en donner tout de suite. Ouais, vas-y. Il y a quelqu'un, une personne, au party de BPM, qui était assis à la table de Pierre Dorion, OK. ancien DG des sénateurs, Ouais. qui a juste questionné Pierre Dorion sur ses moves, les transactions qu'il a faites, les choix au repêchage, t'aurais dû faire ça, celui-là t'aurais pas dû, hey, t'aurais dû. Puis à un moment donné, on m'a raconté que Pierre Dorion il a fait comme, hey man, c'est le party de Noël, je suis pas dans une entrevue, je suis pas dans un processus d'embauche, je suis pas dans rien, je veux juste chiller, puis qu'on a comme trouvé un moyen de séparer un peu les deux personnes, mais tu sais, comme read the room, là. Je veux dire... Mais c'est un processus, des fois, apprendre à read the room, tu sais. Tu réécouteras la séquence, c'est toi qui l'as dit en premier, ce mot-là. Pour de vrai? Non, mais moi, c'était pas voulu. Ouais, mais moi, j'ai embarqué. Okay. Moi, je pensais que tu voulais que j'embarque. Des fois, t'es comme, t'as pas bandé ça avec moi. Ah, va d'ici. OK, puis ma dernière affaire, petite info, juste cool. Des fois, on challenge, ça, on pense certaines choses, tu sais. Puis on m'a dit que la presse utilisait souvent des hôtels vraiment à bas prix, vraiment cheap, souvent loin de l'aréna. Ils ont même pris des résidences étudiantes dans une deuxième banlieue quand ils ont couvert les Jeux olympiques. Et pendant ce temps-là, tu as d'autres médias, tu sais, Québécois ou d'autres plus gros, qui vont dans le 5 étoiles, qui sont à côté de l'aréna, tu sais, qui mettent le total dans, dans le même hôtel que les joueurs, etc., tu sais. Puis je trouve ça cool de la part de la presse
de backer un peu leur... Tu sais, comme souvent la presse va donner un peu de leçons, ou va donner comme la morale ou comment on devrait se comporter, puis chialer contre ceux qui dépensent trop. J'ai été content, j'ai été ravi, ça m'a touché d'apprendre qu'au moins quand ils dépensent vraiment intelligemment, puis qu'ils walk. C'est quoi walk the walk, talk the talk? Mais attends, dans le sens que À Schlag, on disait walk the walk, talk the talk. Attends, fait que t'es content que la presse soit cheap ou pas cheap, là? Je suis content que la presse soit responsable dans ses dépenses. Parce que c'est beaucoup de subventions, il y a des dons, etc. Okay, ouais. Je suis content. Puis c'est pas que je suis pas content que Québécois dépensent plus, ils peuvent bien dépenser plus, mais j'ai trouvé ça le fun d'apprendre ça sur la presse. Ouais, yo, parlant de dépenser, là, il faut que je le valide, mais tu sais, Cube Radio, là, oui. Tu sais, tu parles de dépenser de l'argent, là, il paraît que ça a coûté 25 fucking millions, man. Ah, écoute, j'ai pas le chiffre, j'ai aucune idée. Tu sais, quand tu me parlais du podcast gouvernement du Canada, là, c'est comment il s'appelait dans le podcast que ça a coûté fucking... Quoi, écoutez-nous avec un « et » ou « regarde ». Ouais. C'est quoi donc? Ouais. Je sais pas. C'était Statistique Canada sur la démographie ou whatever. Là. Fait que des fois, est-ce que ça me Il y a une personne qui nous a écrit dans un commentaire YouTube, genre « By the way, je n'ai écouté un épisode du podcast. » On vous a donné une vue, les gars. Pour finir cet épisode en beauté, moi, c'est un exercice que je fais beaucoup. Puis tu l'as dit en début d'émission, les gens sont fatigués, les gens sont à bout de nerfs. Mais des fois, la meilleure façon d'éliminer le stress, c'est de pratiquer de la gratitude. Puis le mot gratitude fait souvent rire les gens. Puis les gens se demandent comme, qu'est-ce que ça veut dire la gratitude? Fait que moi, j'ai une question à te poser. Depuis la dernière année, que ce soit la saison 1, la saison 2, c'est quoi tes 3 meilleurs moments du podcast? Du podcast? Ouais. Puis juste le fait de faire cet exercice-là pendant que tu réfléchis, le fait de faire l'exercice de gratitude, ça nous permet des fois de se recentrer sur toutes les belles affaires qu'on a eues. Puis c'est là qu'après ça, tu te dis « Ouais, peut-être que mon co-animateur qui m'a pété une coche, peut-être que c'est pas si pire parce que dans le fond, Chris, j'ai une assez belle chronique, j'ai un beau cachet, j'ai telle affaire, mon blog il est super lu. » Puis là, tu reviens un peu sur terre pour se dire « Ben ouais, man, Chris, ça va bien mes affaires. » Fait que, c'est quoi tes 3... Parce que moi, c'est un exercice que je fais quasiment à tous les soirs, ou on va dire régulièrement avec ma blonde. OK, premier de loin, c'est que Tony Marinaro soit venu sur le podcast, qu'il ait dit oui tout de suite, qu'il se soit ouvert avec nous autres. Puis, je sais qu'il a dit non à d'autres projets, il est débordé, puis il est venu tout de suite. Puis j'ai adoré le podcast, qu'on ait fait autre chose que faire un show comme il fait. Tu sais, c'est mon numéro 1. Numéro 2... Je nommerai pas l'invité, mais il y a un invité qu'on était sur le bord pas flusher, mais on voulait déplacer. Puis l'invité a comme fait « Non, je veux vraiment y aller. » Puis il y a comme eu Puis j'ai réalisé hey, « Man, c'est cool, tu sais. Quelqu'un veut vraiment, vraiment... » Non, là, je l'ai tassé. Ça marchait pas dans les trucs. Fait que je te dirais c'est cool. Puis troisième, pour me faire cheminer, je pense que l'épisode spécial qu'on a fait avec Catherine Neff puis sa sœur Alex, qui sont venus sur le plateau, qui a été vrai... j'ai trouvé l'épisode super cool. Je réfléchis depuis ce temps-là à est-ce qu'on ouvre le podcast, est-ce qu'on revient au sport, etc. Mais c'est un épisode, c'est celui qui a le plus de vues depuis le début de la saison 2. J'ai trouvé ça cool. Eux autres aussi ont dit non à plein de projets. Je pense que ça se résume les 3. C'est des personnes qui sont venues sur notre podcast. Ça leur tentait de venir. C'était important pour eux autres. Puis ça arrive pas à n'importe qui, man. Toi? That's it. Le premier... de toute l'expérience, c'est quand on est allé voir une game ensemble au Centre Bell. Saison 1. Oh oui, moi, je suis pas allé dans la saison 1, mais oui, c'est vrai. Ça, c'était quand nice. on est allé là, puis il y a un photographe qui est venu, on a eu notre photoshoot. C'est la première fois. Seb Gervais. Ouais, c'est la première fois qu'on est allé au Centre Bell ensemble. Ça avait vraiment été cool. Puis c'est pour ça que je suis excité qu'on y retourne voir un match de hockey ensemble le 19 janvier, gracieuseté de Atwell-Morin. Fait que pour moi, ça, j'ai trouvé ça super cool. Pour moi, c'est toute l'expérience Patreon. Tu sais, comme le Patreon cette année, là, d'avoir bâti la communauté, connecté avec les fans, qui nous amène un support financier. T'es solide là-dedans. T'es solide. On a chacun nos tâches, t'es solide. Ouais. Solide. Il faut être aussi solide que moi sur Patreon avec notre newsletter qu'on va lancer. On va avoir chacun notre affaire. On va mettre de la pression. Troisième. Puis assez que tu vas rire, là, mais mon autre moment de gratitude, c'est tout comment tu as orchestré puis le call, puis le résultat d'avoir booké David Garrel puis Hockey 30. Parce que ton call a été on point, le timing, comment on avait préparé l'entrevue, comment
on l'a fait. Ah, la réflexion qu'on s'est faite à deux, quelle langue on prend. Toute langue qu'on prend, quand je regarde tout ça, moi, c'est quelque chose que je me dis, crème, on a été capable de faire quelque chose qui a été polarisant, edgy, mais on est aussi comme... On s'est tenu de droit. Tu sais, j'étais surpris de recevoir autant d'insultes. Puis sûrement que ce commentaire-là va générer d'autres insultes à mon égard. Mais tu sais, pour moi, j'étais genre, hey man, tu sais, puis je reprends Cédric du podcast Le Parloir. C'est la liberté d'expression. Ce gars-là, il est lu, il est consulté. On a envie de. Non, mais on l'a sorti de l'ombre. Les gens ne savaient pas ça. c'était qui. On a montré. Les gens comprennent mieux le. Tu sais, on a parti quelque chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont te dire que c'est une erreur. Il y a des gens qui pensent vraiment qu'on aurait dû garder David dans l'ombre. Ceci étant dit, moi, je considère que ce qu'il fait est beaucoup moins... Hey, là, on est dans... C'est une drôle de fin de podcast, mais il est moins néfaste au système. Je pense que d'avoir sorti, de mettre un visage, de l'amener devant la cam, ça le fait plus réfléchir. Je pense même qu'on a aidé un peu tout le monde. Mais si tu vas dans la saison 1, vite, là, David Saint-Germain qui est venu nous parler de comment c'était chez le Canadien, c'était nice. Georges, c'était écœurant. Je veux dire, il y en a, c'était cool. Là. On a eu vraiment du fun avec les 2 premières saisons. Fait que j'ai hâte de voir la suite. Ouais. Puis, OK, là, j'ai une question. Là, on va finir là-dessus. Là. Ouais. L'autre paire de billets pour aller voir un match de hockey le 19 janvier, j'ai un débat. Est-ce qu'on l'a fait tirer ou moi, hier, je me disais, le gars qui a mis l'extrait de Martin Lemay puis Mathias Brunet sur Twitter, c'est un puck junkie. Puis il m'a écrit, puis il m'a dit « Ah, man, genre, là, je comprends pourquoi vous faites ce métier-là. Moi, il a vécu son premier buzz. Ouais, il me l'a genre, aussi, oh shit, j'ai mis quelque chose sur Twitter. » Tu sais, un gars pas rapport qui met ça sur Twitter, parle, puis là, j'avais envie de me dire « Ah, c'est quoi, tant qu'à le faire tirer, peut-être qu'on peut juste te donner. » Mais tu peux pas revenir. On a déjà dit qu'on allait faire tirer. Fait qu'on fait tirer. OK, parfait. Mais on peut y acheter une paire à lui le même soir. Là. Oh, on va en avoir dimanche, d'autres, là, ça sera pas... Ah ouais? Non, mais on va y acheter. Ah ben ouais, tu sais quoi, on va une paire. Ah, tu sais quoi, parfait, ouais, deal. Là, écrivez pas, ils ont trop d'argent, ils pitchent de l'argent. On trouve ça fucking cool, on prend de l'argent dans le Patreon pour l'inviter. OK? On va y acheter une paire. Fait que Jacob, on va y acheter une paire. On va faire tirer la paire. Ouais. Nous, on va à game, on fait tirer une paire. Puis Jacob, est-ce qu'on te paye une paire de Tix? Ah, le 400. Salut, moi je m'en vais. Ah ouais, si vous avez aimé le show, n'oubliez pas le liker sur YouTube, les commentaires sur YouTube, les reviews, Spotify sont fucking importants aussi. Moi, c'est assez. Je quitte. Peace out. Non, faut que tu me fasses. Hey, est-ce que je t'aime, toi? Je t'aime tellement ça qu'on fait des shows de même, le gros. Là, on va faire un gala de boxe, c'est ça, on va devenir viral.